La France est aux avant-postes de cette révolution technologique. On a des talents, des milliers de chercheurs, 40 000 étudiants aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit permettre de traiter des cancers, de mieux prévenir les conséquences du dérèglement climatique. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, ça ne va pas se faire si on laisse l'intelligence artificielle à la main invisible du marché. On voit que celui qui régule a toujours moins d'impact sur la manière dont un outil technologique est utilisé que celui qui le conçoit. La France a bien l'intention, avec l'Europe, de garder son destin en main. Mon pressentiment, c'est qu'on va nous mettre un gros coup de pression venant d'outre-Atlantique. Nous resterons fermes sur nos principes. Diriger un pays, ça ne se joue que dans la confiance. Et cette confiance, elle n'est pas algorithmique. Elle se joue dans les tripes. Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est un peu chez vous, quoique c'est peut-être un événement plus de la présidence cette fois-ci que des ministères, j'ai l'impression, non ? C'est un événement pour la France. Ouais. Tous les ministères sont impliqués et se sont beaucoup mobilisés, ont beaucoup travaillé pour rendre cette semaine consacrée à l'intelligence artificielle possible. Et là, on arrive effectivement au moment le plus important sans doute de cette semaine, les 2 jours ici au Grand Palais, où des milliers de participants venus des entreprises, des gouvernements, de la société civile vont se rencontrer, aujourd'hui lundi, et puis demain, les chefs d'État et le gouvernement qui vont débattre et qui vont endosser, à l'issue de ces débats, une déclaration qui sera en quelque sorte le produit diplomatique de ce sommet pour l'intelligence artificielle. Alors à quoi ça sert exactement un sommet de l'IA ? On reviendra un peu sur le contexte politique, économique actuel, mais je suis plutôt enthousiaste dans l'absolu autour de l'IA, mais sur un sommet sur l'IA, je peux être un peu sceptique, paradoxalement. Bon, on ne va pas se le cacher. Le premier objectif, c'est de démontrer que la France est aux avant-postes de cette révolution technologique, que la France est une terre fertile pour le développement de l'intelligence artificielle, que nous avons les meilleurs atouts pour développer d'ailleurs nos propres technologies. On a des talents avec des milliers de chercheurs, 40 000 étudiants aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et parmi eux, ou parmi les anciens étudiants de nos universités, certaines des figures planétaires de l'intelligence artificielle. Et puis on a un autre atout clé qui est celui de notre mix énergétique et de l'énergie nucléaire qui est décarbonée et dont on sait à quel point elle est importante pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc, ce sommet, c'est d'abord l'occasion de placer la France promo, en fait, sur la carte, absolument. Et on ne va pas gâcher notre plaisir de voir toute la planète de l'intelligence artificielle défiler ces jours-ci, à Paris mais ailleurs, parce que ce sommet a entraîné dans son sillage beaucoup d'autres manifestations partout en France. Le deuxième objectif, c'est effectivement de peser sur la conversation mondiale qui se noue autour de l'intelligence artificielle, de son impact sur le travail, sur l'environnement, etc. Puisque, comme toute évolution technologique, comme tout progrès technique, l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup et changer nos vies pour le meilleur, mais elle peut aussi produire des conséquences négatives sur nos vies et sur notre avenir. Et c'est pourquoi on a besoin de s'entendre bien au-delà des frontières nationales, sur certains grands principes pour dire ce que collectivement nous voulons faire à l'intelligence artificielle et ce que nous ne voulons pas qu'elle fasse. Mais ça, c'est une utopie. Je veux dire, quelque part, ce que nous ne voulons pas qu'elle fasse, je prends le cas de Google, par exemple. Google, pendant longtemps, il disait nous, on ne veut pas que l'IA travaille pour la défense et l'armement. C'était vraiment quelque chose de très gravé dans le marbre. Puis finalement, tout le monde s'y met, etc. Puis Google fait machine arrière, puis se dit, ok, on y va. Je veux dire, on vit dans un monde fractionné, alors on pourrait aussi fragmenté, même un pays fragmenté, une Europe fragmentée, la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, les États-Unis. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à se mettre d'accord ? Est-ce qu'on n'est pas un peu les seuls à vouloir essayer de mettre tout le monde d'accord ? Est-ce que c'est pas prétentieux ? Est-ce que c'est pas surtout totalement utopique, c'est un beau mot, potentiellement à la ramasse ? Alors c'est vrai que la France est dans son rôle quand elle propose justement une forme de coordination entre les pays du monde sur les grandes opportunités ou les grandes menaces qui viennent avec la technologie. Et je crois que fondamentalement, nous en avons tous besoin, que l'on soit français, chinois ou américain. Jusqu'à présent, on y est parvenu.
et je ne pense pas à l'intelligence artificielle, mais je pense par exemple à la prolifération des armes nucléaires. Il y a un traité de non-prolifération qui contraint en quelque sorte ce qui aurait pu être pour la planète une grande menace. Je ne dis pas qu'à la sortie de ce sommet-là, on va aboutir à un grand traité qui va gérer ou en tout cas contenir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la guerre ou la défense. Ce que je dis, c'est qu'en ouvrant cette conversation, on a plus de chances à parvenir à quelque chose d'un peu plus ordonné, où l'humanité décide que l'intelligence artificielle doit permettre de traiter des cancers, des maladies orphelines, de mieux prévenir les maladies cardiovasculaires, de réduire notre empreinte carbone et de mieux prévenir les conséquences du dérèglement climatique, ou encore de faciliter l'accès de nos concitoyens, y compris dans les pays les plus riches, aux services publics, alors qu'aujourd'hui, il y a clairement une fracture numérique profonde qui éloigne en quelque sorte des pans entiers de nos sociétés de l'accès à leurs droits. C'est tout ça qu'on veut faire à l'intelligence artificielle, mais ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne va pas se faire si on laisse l'intelligence artificielle au libre jeu du marché, à la main invisible du marché, comme on dit en économie. Là, on est sur quelque chose auquel je crois beaucoup, et en l'occurrence, je me permets de vous parler un peu de l'autre côté de la médaille. Parce qu'évidemment, moi j'y crois très fort. J'ai reçu le patron Dawkins sur mon podcast, j'ai reçu beaucoup de gens, et je crois très fort à tout ça et au bon côté de l'IA. Et je veux surtout pas d'ailleurs promouvoir l'opposé. Cependant, aujourd'hui, on doit aussi avoir une approche défensive. C'est-à-dire qu'on voit le conflit ukrainien, on voit les chars qui deviennent des objets obsolètes, parce qu'un char à 8 millions se fait littéralement exploser par un drone à 5 000 euros. Donc il n'y a plus de réalité économique entre les deux. Et tout ça grâce à des radars qui sont largement pimpés par l'intelligence artificielle. À un moment, il faut aussi être très fort là-dedans pour être capable de se défendre dans on va dire un contexte géopolitique super tendu. Ça, c'est clair. Et pas uniquement quand on pense à la guerre et donc à notre sécurité, mais même quand on pense à notre vie quotidienne. Si vous prenez les réseaux sociaux, par exemple, on a clairement, nous, Européens, raté la vague. Et on a accueilli dans notre quotidien des plateformes qui nous ont permis d'ailleurs de recréer des liens avec d'anciens collègues ou camarades de classe ou d'entretenir des relations plus étroites avec sa famille, etc., mais qui ont aussi apporté beaucoup de problèmes. Problèmes d'addiction chez les plus jeunes, de propagation de la haine et de la violence en ligne, la désinformation, etc. On a, en 2022, la France, proposé à l'Union européenne de prendre des règles, d'adopter des règles qui s'imposent aux plateformes de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la Commission européenne est chargée de les appliquer, c'est-à-dire d'imposer aux plateformes l'obligation de mettre en place des moyens pour limiter ces effets négatifs. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que, même si c'est une loi qui est encore très récente, qui n'a pas encore tout à fait produit ses effets, on voit que celui qui régule a toujours moins d'impact sur la manière dont un outil technologique est utilisé que celui qui le conçoit. Et c'est pourquoi que l'on pense à la défense, que l'on pense à la maîtrise de notre espace public, on a impérativement besoin de disposer d'outils sur lesquels nous aurons imprimé notre vision de l'homme et du monde, des outils forgés au feu des langues et des cultures européennes, plutôt que de devoir se tourner vers des outils fabriqués en Chine, fabriqués aux États-Unis, qui ne correspondront jamais véritablement à nos valeurs. Et puis, qui créeront, tant qu'on aura besoin d'eux, des dépendances. Et les dépendances, ça peut être acceptable à petite dose, mais quand on parle de notre sécurité, c'est-à-dire de notre capacité à nous défendre sur un champ de bataille, là, ça devient tout à fait inacceptable. C'est pourquoi, et ça n'a pas été si souvent le cas dans notre histoire récente, le président de la République, le gouvernement, les pouvoirs publics ont donné la priorité à l'innovation plutôt qu'à la régulation de cette technologie, en disant « moi, je préfère lancer mes entrepreneurs, mes chercheurs, mes innovateurs à pleine vitesse, quitte ensuite à aller faire de la régulation, parce que ça sera plus facile de réguler les miens, que de mettre des freins immédiatement, de voir la technologie se déplacer ailleurs et ensuite de ramer pour essayer d'imposer nos règles à d'autres acteurs. » Et c'est tout l'objet de ce sommet qui est accompagné d'un certain nombre d'annonces, d'investissements assez importantes, même très importantes, colossales pour certaines d'entre elles.
C'est de dire que la France a bien l'intention, avec l'Europe, de garder son destin en main. Très bien. J'ai toujours une forme de scepticisme là-dessus par rapport... Non, mais au cadre législatif, ce matin, j'ai enregistré ici avec Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Et c'est vrai qu'il voit un peu l'Europe là-dessus. Mais il n'y a pas que le cadre législatif. Il y a aussi le contexte, alors encore une fois, géopolitique. Pourquoi pas aussi l'approche du climat, qui est pour nous quelque chose d'extrêmement valorisant. On est lucide, conscient. On a un peu l'impression qu'on est les seuls au monde à s'en préoccuper. Mais à la fin de la journée, ça va nous ralentir, tout ça. Je veux dire, ce matin, quand j'écoute France Inter, la moitié de l'éditorial est à propos du climat. C'est très bien, encore une fois. Mais à un moment, les Américains, tout ça, ils se le mettent derrière l'épaule. Reid Hoffman me dit non, pas tous les Américains, j'en conviens. Enfin, quelque part, on a l'impression, moi j'ai l'impression en tant qu'entrepreneur que on nous met quand même des bâtons dans les roues. Je comprends et j'entends ce que vous dites, parce que quand moi, de ma fenêtre, je regarde les nuages qui s'accumulent sur le ciel français et européen, ce que je vois, c'est que nous aurons, dans les années qui viennent, et peut-être dans les décennies qui viennent, à faire des choix très difficiles, à faire des sacrifices, à prendre des décisions désagréables. Si nous voulons à la fois pouvoir assurer notre propre sécurité, et là je ne parle pas de la sécurité du quotidien, je parle de la sécurité de nos frontières face à l'appétit prédateur des nouveaux empires qui se réveillent. Si nous voulons limiter les conséquences du dérèglement climatique sur nos territoires et nos pays, et on voit de Mayotte à Valence, en allant jusqu'à Los Angeles, les incendies, les inondations, les tempêtes produire des désastres majeurs. Si nous voulons maîtriser nos propres technologies pour n'être pas les valets ou les vassaux de grandes puissances étrangères qui nous imposeront leurs standards, alors nous allons devoir changer d'échelle, parce que nous ne parviendrons pas à tout combiner à la fois. Et la première des choses à faire, c'est, pour reprendre ce que vous dites, c'est de retirer la chape de plomb qu'au fil des ans, nous avons placée au-dessus de toutes celles et ceux qui, dans nos sociétés européennes, créent. Et ça va de l'entrepreneur jusqu'à l'élu local qui a la responsabilité de développer son territoire ou son entreprise et qui se retrouve aujourd'hui avec des boulets aux pieds, entravé dans sa liberté d'initiative et parfois poussé jusqu'au découragement. Si nous voulons assurer notre propre sécurité, continuer de lutter contre le dérèglement climatique parce que nous croyons dans la science et que nous voyons bien que sinon nous allons dans l'impasse, et garantir notre propre souveraineté, notre capacité à maîtriser nos propres outils, nous aurons besoin de libérer le potentiel qui aujourd'hui est comprimé ou opprimé par un système de normes, par un système qui s'est sans doute approprié une part trop grande du pouvoir qu'il doit désormais restituer aux citoyens et plus généralement à toutes celles et ceux qui créent. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous êtes ministre de l'Europe, vous avez été secrétaire d'État en charge du numérique. D'ailleurs, quand j'ai demandé hier à ChatGPT de m'aider à préparer cet échange, il était resté à ce point-là. Je lui ai dit non. Il faut utiliser Mistral. Il a changé. J'ai essayé DeepSeek qui était meilleur aussi, mais Mistral en effet. Je me pose la question, en fait, par moment, vous l'avez compris, je me dis non, mais on est un nain, en fait. La France est un nain par rapport à tous ces autres pays. Quand je vous entends parler des réseaux sociaux, je me dis on n'a pas l'effet halo nécessaire. Alors, il faut utiliser l'Europe, mais l'Europe, c'est plein de langues différentes, c'est plein de pays qui ne sont pas forcément alignés. On a Giorgia Meloni, on a ce qui se passe en Allemagne en ce moment. On n'est pas forcément, en France, très bien lotis. Je veux dire, le contexte politique n'est pas forcément évident. Mais ils font quoi, les autres, en ce moment, en Europe ? Je veux dire, sur l'IA et sur la tech, j'en parle tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, Reid Hoffman, c'était un peu en off. Il me dit, en fait, il y a les Anglais, les Français en Europe, les autres, je ne les vois pas. Ils existent ? Vous en parlez entre vous ? Ça se bouge un peu ou... Oui, ils regardent ce qu'on fait et ils placent leurs pas dans les nôtres parce qu'ils sont conscients de l'importance que tout cela revêt. Faut pas non plus trop déprimer. Regardez, quand les Émirats Arabes Unis décident d'investir entre 30 et 50 milliards d'euros en France, quand un fonds canadien décide d'investir 20 milliards
d'euros en France pour le développement de centres de données ou de capacités de calcul, ça signifie quand même, ce ne sont pas des pailles, que la France est perçue partout dans le monde, au Canada, dans le Golfe, comme étant une terre fertile pour le développement de l'intelligence artificielle. Sinon, ces gens-là, ces investisseurs avisés-là, n'auraient jamais pris ce type de décision. Ils peuvent investir sur toute la planète, ils n'ont pas besoin de faire de faveur à la France. Donc s'ils le font, c'est qu'ils pensent qu'ils vont en retirer un bénéfice. Et je le disais, ce qui les attire, c'est notre capacité à former des talents, et je suis sûr que vous allez en croiser dans les travées de ce salon, d'Arthur Mensch à Yann Lequin et Clément Delang et tant d'autres, et notre mix énergétique, et en particulier l'énergie nucléaire. Ensuite, et vous avez raison de le pointer, ce qu'ils nous encouragent à faire, ces investisseurs, c'est d'aller très vite unifier le marché européen. Parce que le marché européen, si on prend l'Union européenne, les 27, c'est 350 millions de consommateurs. Si on l'élargit à ce qu'on appelle la Grande Europe, c'est 700 millions de consommateurs et de citoyens. Aujourd'hui, des barrières se dressent sur le chemin des entrepreneurs qui veulent s'étendre en Europe. Elles peuvent être réglementaires, elles peuvent être la barrière de la langue, vous l'avez dit. Ce que nous voulons, c'est effacer ces barrières. Et c'est pourquoi, depuis 8 ans maintenant, le président de la République a beaucoup poussé l'Europe à aller plus loin, et qu'on a eu la bonne surprise, le 29 janvier dernier, donc c'était mercredi, il y a 10 jours à peu près, de voir publier par la Commission européenne ce qu'elle a appelé sa boussole pour la compétitivité. Et enfin, on s'aperçoit que la Commission européenne est résolue à faire baisser de manière assez drastique les obligations déclaratives qui s'imposent aux jeunes entreprises, à s'imposer de faire des tests PME, des études d'impact avant de proposer des régulations nouvelles pour mesurer l'impact que ça aura sur les PME. Et surtout, elle propose d'avancer sur une idée essentielle qui est un 28e droit des affaires pour les jeunes entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je crée ma start-up d'IA en France, une fois que ça aura été mis en œuvre, je pourrais choisir soit de me placer sous le droit français, auquel cas je rencontrerai sans doute les mêmes difficultés lorsque je chercherai à étendre mes activités dans d'autres pays européens, soit je choisis le 28e régime, 27 États membres, un 28e régime, et là, sous la protection de ce régime, je pourrais instantanément me déployer partout en Europe. Voilà une sorte de régime fédéral. Une sorte de régime fédéral qui permettra, je ne dis pas qu'il y a seulement cette contrainte-là qui s'exerce sur les entrepreneurs, mais qui permettra au moins de se passeporter, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de se développer sans entrave à l'échelle de l'Union européenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, à ce stade, ce ne sont que des déclarations et seul compte l'exécution, et donc on va y veiller. Très bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Deux dernières questions, Monsieur le Ministre. Vous avez entendu Mark Zuckerberg chez notre ami Joe Rogan ou pas Non, dites-moi. Okay. Dans cet épisode, à un moment, il dénonce un peu les tariffs, comme ils disent, donc on va dire les amendes astronomiques, 30 milliards d'euros en 10 ans, je crois, de l'Europe envers les big tech américaines. Et derrière, il dit, ce temps doit être révolu. Maintenant, les administrations faibles du passé doivent... voilà, et en gros, il sous-entend qu'il faut un peu mettre l'Europe au pas, ce que j'ai trouvé assez choquant en termes de souveraineté. Et quelque part, il dit, voilà, en fait, on sent que... D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe en mettant du 25% de barrière douanière avec le Canada, avec le Mexique. Moi, mon pressentiment, c'est qu'on va nous mettre un gros coup de pression venant d'outre-Atlantique pour, vous devez le savoir mieux que moi, mais pour aller négocier un certain nombre de choses et qu'on se dise, ok, allez-y, déployez-vous comme vous voulez. Vous le sentez, ça peut arriver, on est prêt, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, pourquoi est-ce que Meta a pris des amendes très significatives ? Pour des raisons qui sont très naturelles, dont je pense que et les Européens et les Américains peuvent les comprendre parfaitement. Numéro 1, même si ces amendes-là n'ont pas encore été tout à fait prononcées, c'est l'attitude qui consiste, pour certains acteurs des plateformes américaines, de considérer que tout est légal sur une plateforme, qu'elles n'ont aucune responsabilité vis-à-vis des contenus, comme si elles étaient en quelque sorte des propriétaires d'entrepôts
et que ça Un n'était pas serveur. leur faute, que ça n'était pas leur faute si des gens venaient placer des contenus illicites dans leurs entrepôts. Mais chacun sait bien que ce n'est pas vrai. Chacun sait bien et voit bien que ces plateformes ne se contentent pas de diffuser les contenus. Au contraire, avec les algorithmes, elles les mettent en scène, elles les éditorialisent. Et donc, elles portent une part de responsabilité. Alors, on ne leur demande pas, comme un éditeur de presse, d'être responsable pénalement en cas de diffamation, comme c'est le cas pour les patrons de journaux ou de chaînes. On leur demande simplement de prendre leur part de responsabilité pour limiter leur impact sur la santé de nos enfants, sur la qualité du débat public et sur l'ordre public aussi, puisque dans certaines circonstances, on l'a vu pendant les épisodes d'émeutes en France, c'est grâce aux réseaux sociaux que les violences ont pu s'agréger et s'amplifier. Et puis l'autre question qui est posée et qui a conduit ces plateformes, dont Meta, à se voir infliger des amendes lourdes. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est tout simplement leur tendance à prendre tous les pouvoirs, à concentrer les pouvoirs et à se comporter comme des monopoles. Monopoles vis-à-vis de qui ? Eh bien, vis-à-vis notamment de tous ceux qui produisent des contenus, les journalistes, les médias, les créateurs de contenus originaux, qui, plutôt que de profiter, je dirais, y compris financièrement, de l'activité qu'ils ont pu engendrer sur les réseaux sociaux, se sont vus un peu asphyxiés financièrement par ces grandes plateformes qui, en quelque sorte, ont attiré des utilisateurs qui y trouvaient là les contenus journalistiques ou artistiques, sans que les auteurs de ces contenus ne soient dûment rétribués. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable démocratiquement, mais c'est aussi tout à fait contre-productif parce que si nous vivons dans un monde où ce sont les quelques gestionnaires de grandes plateformes de réseaux sociaux qui absorbent tous les profits, quelle est l'incitation à créer ? Quelle est l'incitation à faire un podcast ou à écrire un article ? Il n'y en a plus, puisqu'en fait, tous les profits repartent toujours vers les mêmes. Et c'est pourquoi, dans l'intérêt même des Américains, ces plateformes doivent changer leur comportement. Et quant à nous, nous resterons fermes sur nos principes. Pas de concurrence déloyale ou d'exercice d'un pouvoir de monopole, et puis une responsabilité vis-à-vis de l'éditorialisation des plateformes. Donc le bras de fer n'a pas encore commencé pour les laisser tranquilles. En tout cas, ce bras de fer, nous le tiendrons, parce que je veux dire, il y a des choses qui sont négociables dans la vie, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et en particulier, la santé des enfants, l'intégrité des campagnes, des processus électoraux et des campagnes électorales, ce sont des choses qui sont si fondamentales pour notre vie démocratique qu'on ne peut pas y renoncer et qu'on ne les négociera jamais. Je vais me faire décapiter par Louis au fond là-bas, mais avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question importante à mes yeux. Quel est votre usage au quotidien de l'IA ? Sur quelle plateforme ? Comment ? Est-ce qu'il y en a un ? Mon intuition, c'est que, et je le disais avec Reid Hoffman pour rien cacher, c'est que quand même la plupart des gens, peut-être pas ici, mais dans les grands dirigeants de ces pays, vous êtes plus jeunes qu'une bonne partie d'entre eux, mais et dans les grands dirigeants d'entreprises, en fait, on en parle beaucoup, mais on l'utilise très peu. Oui, je suis d'accord. Il y a un sujet générationnel qui, effectivement, doit conduire certains dirigeants à ne pas l'utiliser autant qu'ils le pourraient, mais aussi peut-être à négliger les risques associés. Et j'ai fait partie de ceux, dans mes fonctions précédentes, chargé du numérique et aujourd'hui comme ministre des Affaires étrangères, à alerter sur le risque portant sur le bon déroulement des élections dans l'Union européenne. Et ça n'a pas manqué, puisque, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, une élection présidentielle en Roumanie a dû être annulée par la Cour suprême, le Conseil constitutionnel là-bas, parce que TikTok avait servi en quelque sorte d'instrument ou de véhicule pour le détournement de la campagne électorale. Alors moi, comment je l'utilise au quotidien ? J'ai téléchargé avant-hier l'application Mistral sur mon smartphone, et la dernière requête que j'ai faite, c'était pour avoir le détail des limitations prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse à la liberté d'expression. Parce que j'aurai demain, dans le cadre du sommet, une discussion sur la lutte contre la désinformation et la préservation de la liberté d'expression. Et je voulais rapidement, et sans déranger mes collaborateurs, me rafraîchir la mémoire sur ce qui, aujourd'hui, en droit français, est interdit, même si la Constitution prévoit ou protège la liberté d'expression, la diffamation, l'injure, la provocation à la haine,
l'apologie du crime, voilà des choses qu'il est interdit de dire en France ou de faire en France, sans pour autant que ça nous empêche d'exprimer tout à fait librement ce que nous pensons. Ce serait OK de copiloter un pays, un gouvernement ou un ministère avec une IA? Le copilotage, comme vous dites, ça n'est pas tout à fait une bonne représentation de ce que c'est que de diriger un pays. Diriger un pays, ça ne se joue que dans la confiance qui se noue entre un peuple et ses dirigeants. Et cette confiance, elle n'est pas algorithmique. Elle se joue dans les tripes. Monsieur le ministre, Jean-Noël Barrot, merci. On vous suit sur LinkedIn peut-être ou ailleurs? Absolument. Vous avez un réseau social de prédilection? LinkedIn, Instagram, Okay. X. Moi, je considère que ça n'est pas à nous de quitter les réseaux sociaux. C'est aux réseaux sociaux de quitter l'Europe si nos règles ne leur conviennent pas. Ben voilà. Puis si vous avez des questions et des suivis, mettez-les sur YouTube en commentaire. Merci à vous tous. Merci pour votre temps. Merci et à puis, vous. Bon sommet alors. Merci beaucoup à vous Merci. aussi.